Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus nombreux aujourd'hui écouter Madame Cohen. Donc, je suis la directrice des bibliothèques, archives et collections ici au Collège de France. C'est le service qui a accompagné la création de l'exposition Préhistoire entre utopie et réalité. Comme vous le savez, cette manifestation est gratuite, ouverte tous les jours du lundi au dimanche. Et elle dure jusqu'au 19 juillet. Le professeur Jean-Jacques Hublin, son commissaire général, a souhaité organiser en parallèle un cycle de conférences et inviter aujourd'hui Madame Claudine Cohen, que j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir. Claudine Cohen est historienne et philosophe des sciences. C'est aussi la première en France à avoir étudié les questions de genre à la préhistoire. Elle est directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE-PSL, au laboratoire de biogéosciences. Elle a publié plusieurs ouvrages, notamment Boucher de Perthes, les origines romantiques de la préhistoire avec Jean-Jacques Hublin en 2017, mais aussi Nos ancêtres dans les arbres, pensée d'évolution humaine au seuil en 2021, et tout récemment, en 2025, Aux origines de la domination masculine, aux éditions Passé Composé. Ce n'est qu'une partie de son œuvre que je cite ce soir, bien entendu. Alors, elle va nous parler aujourd'hui de la naissance des sciences de la préhistoire au milieu du XIXe siècle et axer son propos sur la personne de Jacques Boucher de Perthes, cet archéologue amateur qui a joué un rôle très important puisqu'il a mené le combat pour faire accepter scientifiquement la notion d'un homme fossile existant, contemporain en fait des ours des cavernes et des mammouths. Donc à une époque où l'acceptation de cette ancienneté humaine ne faisait pas consensus, c'est moins qu'on puisse dire, et en particulier pour des raisons religieuses, mais pas uniquement. Donc je laisse la parole à Madame Cohen qui va nous faire cette conférence jusqu'à 19h. On aura ensuite un petit quart d'heure pour des questions. Merci beaucoup, merci madame. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Et je remercie tous ceux qui ont bravé la chaleur pour venir dans cet amphithéâtre. Voilà, je vais vous parler d'un vieil ami à moi et à Jean-Jacques Hublin, que je remercie de m'avoir invité ici, puisque nous avons écrit un livre sur ce personnage, haut en couleur, qui donc fera l'objet de ma conférence aujourd'hui. Alors vous verrez que je déplace un petit peu le titre. Le titre de l'exposition, c'est Préhistoire entre utopie et réalité. Et moi, j'ai intitulé mon propos Science et imaginaire aux origines de la préhistoire. Et je pense que j'essaierai de montrer comment, non pas l'utopie est d'un côté, la réalité de l'autre, mais comment l'imaginaire joue dans la science et aussi dans ses retombées. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter l'image, qui est l'image de couverture du catalogue de l'exposition et l'image de l'affiche de l'exposition, parce qu'elle m'accompagne aussi depuis longtemps. Je l'avais mise en couverture d'un de mes livres, et elle incarne beaucoup de choses en ce qui concerne à la fois la fondation de la préhistoire, l'imaginaire et la science de la préhistoire. C'est un tableau dont il y a plusieurs versions. Moi, j'avais étudié plutôt la version plus tardive de 1906. Celle-ci est de 1885. Et on la doit donc à Paul Jamin, un des grands illustrateurs de la préhistoire. C'est quelqu'un qui se faisait fort de vraiment donner vie au monde de la préhistoire à travers sa peinture. Et dans une autre une gouache tirée de cela a été dédiée au grand préhistorien Louis Capiton. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un sens dans la science pour lui. C'est incarner la préhistoire dans sa peinture. Alors que dit cette image ? Eh bien, elle nous montre des sauvages un peu échevelés qui courent éperdus, à moitié vêtus, dans une étendue neigeuse, et ils courent parce qu'il y a derrière eux un monstre, un énorme mammouth, très très gros, qui est un peu statique, mais qui a l'air quand même terrifiant. Et c'est censé donner une image donc de la dureté de la vie préhistorique en ces temps très lointains, en ces temps glaciaires.
Et donc, ça donne vraiment quelque chose, une impression de désolation et de terreur, mais ça a aussi quelque chose d'un peu étrange. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les défenses du mammouth sont un petit peu à l'envers. Elles partent vers les côtés. Et puis, ces sauvages, ils sont habillés de façon un petit peu légère pour la période glaciaire. Hein. Ils ont les bras nus, certains n'ont rien sur la tête, etc. Et donc c'était de vagues mongoles, ou enfin un peu ce qu'on inventait à l'époque, ce qu'on imaginait être les sauvages de la préhistoire, les êtres de la préhistoire, dans une période glaciaire indéfinie. Il y a de la glace, hein, il y a de la neige. Donc ça symbolise, en 1885, le savoir préhistorique. Alors, ça symbolise le savoir, mais ça symbolise aussi quelque chose de très important dont je vais vous parler, à savoir les preuves de l'existence de l'homme fossile. Et ce qu'on voit ici, c'est la coexistence entre ces hommes qui nous ressemblent, en fait, hein, même s'ils sont un petit peu échevelés, et puis cet animal venu d'un autre âge. Et donc, la coexistence dans une même image, dans un même lieu, de ces deux éléments, signe l'existence de l'homme à cette période très lointaine, révolue, glaciaire, hein, des temps préhistoriques. Alors ce mammouth qui a l'air un petit peu statique comme ça, c'est le fameux mammouth de la Léna qui avait été trouvé au bord d'une rivière sibérienne et qui a été reconstitué au musée de Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup de photos qui montrent cette reconstitution avec les défenses de chaque côté. Elle a été refaite plus tard, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est ainsi que ce mammouth était reconstitué. Et donc, il me semble que cette image incarne à la fois une volonté scientifique et même quelque chose de très précis dans la science, à savoir la preuve de la coexistence des animaux éteints et des hommes. Et puis, elle matérialise aussi le fait qu'un peintre peut reconstruire ce monde perdu, redonner vie à cette scène et même construire une histoire. La fuite devant le mammouth, hein, où étaient-ils, pourquoi sont-ils là, est-ce qu'ils ont essayé de chasser le mammouth, est-ce que le mammouth les a poursuivis, etc. Donc il y a toute une fiction derrière cette image qu'on peut reconstruire et qu'on peut donc prolonger dans le discours. Et donc voilà, cette image me paraît assez iconique de ce sujet que je voudrais traiter, donc science et imaginaire aux origines de la préhistoire. Donc là, on est en 1865, mais on va retourner à 25 ans plus tôt. Et c'est en 1860 que l'abbé Cochet, un Abbvillois, écrit au préfet de la Seine-Inférieure « Ce fut pour le monde savant un véritable événement, et depuis 18 mois, les feuilles publiques de l'Europe, les recueils scientifiques, l'enceinte des académies et des sociétés savantes n'ont cessé de retentir du bruit d'une nouveauté aussi étrange qu'inattendue. » Il parle évidemment de l'irruption des mondes préhistoriques dans ce XIXe siècle. Et donc, cet abbé, l'abbé Cochet, voit dans cet avènement de cette nouvelle science quelque chose de complètement inouï, de complètement nouveau, qui a bouleversé littéralement l'imaginaire, la conscience des hommes de ce temps. Alors, pourquoi ça a bouleversé ? Vous pouvez imaginer que déjà, quelqu'un qui a passé sa vie à lire la Bible peut être assez troublé par l'idée qu'il y a eu des hommes bien avant les temps bibliques, qu'il n'y a pas eu une création, mais qu'il y a une histoire très très longue, bien antérieure au temps historique, hein, que Boucher de Perthes appelle encore antédiluvienne, les hommes d'avant le déluge, mais que bientôt on appellera la préhistoire. Alors, ce qui se passe autour de 1860, c'est la fondation de deux nouvelles disciplines scientifiques, donc à mi-chemin entre les sciences de la nature et l'archéologie. La paléoanthropologie, c'est-à-dire l'étude des hommes fossiles, de leur anatomie, de leur évolution, et l'archéologie préhistorique, c'est-à-dire l'étude des restes culturels,
des outils, des foyers, des habitats, etc. Et des cultures, de ce qu'on appelle les cultures humaines, même s'il en reste très peu, hein, il n'y a que les matériaux non périssables qui subsistent, donc l'étude des cultures humaines préhistoriques et de leur devenir. Donc on a deux disciplines, la paléanthropologie et ce qu'on appelle aujourd'hui la préhistoire. Alors un bouleversement intellectuel, une transformation radicale des savoirs et des représentations collectives sur le passé humain, qui donne à repenser fondamentalement la représentation de notre origine, hein, si on a pensé que cette origine était finalement datée par les textes sacrés de 6000 ans. La temporalité de l'existence humaine, il faut ouvrir cette existence à une temporalité presque infinie, et la place de l'homme dans la nature, puisque l'homme n'est pas arrivé en dernier sur une nature calme, paisible et prête à le recevoir, mais qu'il a dû côtoyer les mammouths, les rhinocéros laineux, les tigres à dents de sabre, les ours des cavernes, etc. Et une nature tout à fait différente, glaciaire aussi, de celle que nous connaissons. Et donc s'ouvre à ce moment non seulement de nouveaux savoirs, mais aussi un nouvel imaginaire de l'homme et des origines. Cet imaginaire, j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, donc qui est tour à tour terrifiant ou idyllique, selon qu'on se réfère à cette sauvagerie des origines ou qu'on essaye de la repenser dans les termes de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Alors, cette année 1859 est souvent donnée pour un moment fondateur des sciences préhistoriques. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ? À ce moment vont se cristalliser de multiples enquêtes scientifiques qui touchent donc à la géologie, à la stratigraphie, à la paléontologie, à l'archéologie des objets de pierre taillée, qui vont être reconnus comme des industries, ça veut dire des outils très anciens, façonnés par la main de l'homme. Donc, reconnaissance de l'ancienneté préhistorique de l'homme, et c'est à ce moment que vont en même temps, sans forcément concertation, être fondées d'importantes institutions anthropologiques, et au premier chef, la Société d'anthropologie de Paris, hein, qui regroupe à la fois des anthropologues au sens de l'étude de l'humain actuel, hein, dans tous ces aspects, mais aussi la linguistique, l'archéologie et la préhistoire, hein, qui va être un des domaines centraux de ces études. Alors, c'est aussi, la date de 1859, c'est aussi la date de la publication de l'origine des espèces de Darwin. Alors, c'est intéressant qu'il y ait une convergence à cette date, même si la fortune de l'origine des espèces, en particulier en France, va être assez aléatoire, enfin assez difficile. L'acceptation de la notion darwinienne d'évolution va prendre beaucoup de temps et va plutôt commencer à être, disons, possible à la fin du XIXe siècle. Mais la date de 1859 marque tous ces tournants. Alors voici donc cet homme, il disait lui-même « Je suis un des beaux d'une famille où personne n'est laid ». Et il était effectivement un bel homme dans son beau costume de directeur des douanes d'Abbeville. Et c'est de lui que je vais parler, c'est autour de ce personnage que je vais essayer de poser la question de cette rencontre de l'imaginaire et de la science. Voici ce que dit Bouchet-de-Perthes dans son livre triomphal, publié en 1854, après tous ces combats qu'il a menés des décennies auparavant. Voici ce qu'il dit. « J'ai parlé de traces d'hommes remontant à une antiquité bien plus reculée que la période celtique et même que la tradition asiatique. J'ai dit que des haches de silex avaient été trouvées parmi les ossements antédiluviens. Quant à l'âge, je crois qu'il est bien autre que celui qu'on accorde ordinairement à la première apparition de l'être humain. Je ne me dissimule pas que ces faits blessent les idées reçues et contredisent plus d'un système. » Et il y a tout là-dedans. Il y a l'idée qu'il va ouvrir le temps. Hein, il dit, quant à l'âge, il est bien autre. Hein, il est bien autre que celui qu'on accorde à la création de l'homme. Il y a en filigrane ici un tas d'allusions à la religion. Hein, il parle d'antédiluviens, il parle des idées reçues, il parle de la tradition asiatique. Hein, je crois que c'est un mot couvert, une façon de faire allusion à la tradition religieuse catholique. Et puis, il y a au milieu, j'ai dit que des haches de silex avaient été trouvées parmi les ossements antédiluviens, et donc il y a contemporanéité entre les vestiges humains,
ces haches de silex et les ossements d'animaux qu'on savait déjà être des animaux très très anciens, des animaux fossiles, des animaux disparus. Donc à la fois il pose le cadre temporel, il pose son rapport avec les idées religieuses, mais aussi avec les idées scientifiques de son temps, les idées reçues, et les systèmes. Les systèmes, et vous verrez qu'il y avait des systèmes établis qui étaient difficiles à casser, en quelque sorte. Et puis, il donne, dans la deuxième phrase, la preuve essentielle, une des preuves essentielles de sa démonstration. Et donc, je vais explorer dans cet exposé, d'une part, les contextes et les conditions de cette révolution scientifique, d'autre part, m'intéresser à Boucher de Perthes, donc, et mesurer la portée de ses réalisations scientifiques et son rôle de fondateur, et puis, enfin, dans une approche un peu plus épistémologique, si vous voulez, j'interrogerai l'articulation entre science et imaginaire, particulièrement dans les sciences de la préhistoire. Alors, les conditions d'une révolution scientifique, là je vais aller assez vite, j'aurais bien aimé m'étendre, mais on a très peu de temps, donc je vais malheureusement dire les choses rapidement. Donc, cette période de 1800 à 1860 est une période tout à fait essentielle, cruciale, pour les sciences du vivant et de la Terre. C'est en 1800 que la biologie est définie comme science unitaire du vivant. C'est au début du XIXe siècle que la géologie se dégage des théorie de la Terre spéculative pour devenir une science à part entière, fondée sur l'exploration de terrain, sur l'observation des causes actuelles, les causes toujours présentes des phénomènes très anciens qui permettent de dégager des lois des phénomènes géologiques et de constituer une histoire de la Terre à travers un certain nombre de processus, la sédimentation, le volcanisme, les glaciations, etc., sur le fond de la dimension d'un temps immense. Et les géologues anglais, en particulier le grand Lyell, dont les Principles of Geology sont publiés en 1930, sont vraiment parmi ceux qui ont ouvert cette dimension de l'immensité des temps, et la notion de cause actuelle en particulier. En France, on est fier d'avoir le fondateur de la paléontologie des vertébrés, le grand Cuvier, qui, au tournant du siècle, aussi autour des années 1800, ouvre la dimension immense d'une histoire du vivant, avec sa notion d'espèce perdue. Tout n'a pas été créé par Dieu tel que nous le voyons aujourd'hui. Tous les animaux n'ont pas été créés en une fois. Il y a une histoire du monde vivant. Il y a des espèces disparues. Il y a toute une faune que l'on n'imaginait pas, y compris dans le sous-sol de Montmartre, à Paris. Ils fouillent et ils trouvent des paléothériums, des anoplothériums, des mammouths, etc. Et puis, donc, il construit son récit de l'histoire du devenir de la vie sur la notion d'une géologie catastrophiste. Pour Cuvier, l'histoire du monde vivant est jalonnée, et l'histoire de la Terre est jalonnée de grandes catastrophes qui ont fait disparaître successivement plusieurs faunes de la surface de la Terre, et puis il y a eu de nouvelles apparitions, de nouvelles créations. D'autre part, donc, ce cadre géologique est très important chez Cuvier, et d'autre part, Cuvier refuse radicalement le transformisme. Il ne croit pas à l'évolution. Il croit donc à des nouvelles apparitions, des nouvelles créations des animaux. Il se moque d'ailleurs de Lamarck. Et il est aussi réticent à admettre l'existence de l'homme fossile. Et chaque fois qu'on prétend avoir trouvé un homme fossile, eh bien, il le montre avec son talent anatomique. C'était un très grand anatomiste, et il est capable de mettre en évidence sur beaucoup de fossiles qui avaient été prétendument des fossiles humains mélangés avec des ossements d'animaux, eh bien, il est capable de montrer qu'il s'agit de choses pas du tout humaines. Par exemple, la fameuse salamandre de Scheuchzer, l'homme témoin du déluge de Scheuchzer, trouvé en 1725, dont il a montré que c'était une salamandre géante. Voilà. Alors, mais son autorité est grande. Il meurt en 1832. Et c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui a eu des postes très honorifiques à l'Académie des sciences, au Collège de France, dans toutes les institutions scientifiques de très haut niveau en France, et il a une influence énorme. Et son autorité perdure bien au-delà de sa mort, qui intervient en 1832. Et il a des successeurs, comme par exemple
Léon Célie de Beaumont, dont je crois Jean-Jacques Hublin vous a parlé la dernière fois, qui vont perpétuer ces idées, et il faut bien dire sous la forme un peu dogmatique, donc en imposant la doctrine cuviérienne. Alors, enfin, un dernier point scientifique de ce début du XIXe siècle, c'est la mise en place d'une stratigraphie paléontologique, c'est-à-dire une description des couches successives de la Terre qui s'accompagne de la présence de fossiles dans ces différentes couches. Et donc on a, par cette stratification des vestiges, qu'on peut décrire dans la succession des couches géologiques, eh bien on a une façon de situer l'histoire de la vie sur le fond de l'histoire de la Terre. Alors, je vous ai parlé de Cuvier et de la difficulté d'imposer l'idée d'homme fossile, et donc l'homme est exclu de cette vision de la préhistoire. S'il y a des animaux préhistoriques, et il y a encore une fois une grande faune qui est sortie de terre pendant toutes ces décennies, en France, mais aussi en Angleterre, mais aussi en Inde et dans beaucoup de pays du monde, eh bien, l'homme est exclu. L'homme est en principe celui qui arrive au terme des bouleversements de l'histoire de la nature quand celle-ci est prête à le recevoir. Et c'est ce que dit par exemple Buffon dans les époques de la nature. L'époque de l'homme, c'est la dernière. Tout est apaisé, l'homme arrive. Et c'est aussi ce que pense Cuvier. Et donc, cette apparition de l'homme est généralement conçue comme une création en référence plus ou moins explicite au dogme biblique. Alors, j'ai parlé plusieurs fois de la notion d'antédiluvien, et c'est une notion assez complexe à cette époque, au XIXe siècle. Évidemment, le déluge avait été invoqué depuis le XVIIe siècle, dans les fameuses théories diluvianistes, où on expliquait tous les bouleversements du globe par le fameux déluge biblique. On essayait de faire coïncider les épisodes déluge biblique, les épisodes de la Bible avec les épisodes du devenir de la Terre. On n'en est plus vraiment là, mais on parle quand même de diluvium. Qu'est-ce que c'est le diluvium ? Eh bien, je vais vous montrer donc cette image qui est une image de 1863. Vous voyez, je vous avais montré le texte de Bouchet-Perte 1864, là on est en 1863, et vous voyez que c'est un texte de Louis Figuier, donc un grand vulgarisateur, qui écrit « La Terre avant le déluge ». Vous voyez qu'on a encore le déluge en tête à cette époque-là, et vous voyez que cette apparition de l'homme n'a pas grand-chose de préhistorique. Il y a Ève et Adam dans un coin, et il y a toute la faune des animaux qui gambadent autour d'eux, etc. Donc on est encore dans un imaginaire biblique. Et puis, il y a aussi cette illustration dans le livre de Figuier, donc le fameux déluge qui renvoie d'une certaine façon à la Bible. Mais il faut bien voir qu'à cette époque, je le disais, cette notion de déluge, de diluvium, dans la géologie du XIXe siècle, désigne une période de l'histoire géologique du globe. Elle désigne les sédiments pléistocènes qui renferment les ossements d'animaux éteints. Et elle est vaguement aussi une allusion au déluge biblique. C'est assez ambigu. Alors c'est pour ça que parler de l'homme antédiluvien, des animaux antédiluviens, c'est une façon de faire plaisir à la religion, mais de parler quand même de science et de parler d'une ancienneté bien antérieure à celle de notre histoire. Alors, un autre point qui est très important dans toutes ces recherches, c'est l'identification des outils de pierre. Il y a une longue histoire, et là aussi je pourrais vous en parler pendant des heures, parce qu'elle est passionnante, une longue histoire de cette identification. Au début, on croyait qu'on les mélangeait avec les dents de requin, vous savez, les bifaces, ou les lames, on les mélangeait avec, on disait que c'était des pierres de foudre, des choses qui tombaient du ciel, etc. Et puis, on a reconnu, à travers en particulier des comparaisons ethnographiques en Amérique du Sud, que ces objets sont des objets de pierre taillée, de main d'homme, et qu'ils peuvent servir d'outils. Et donc, il y a cette découverte qui déjà intervient au XVIIIe siècle. Et il y a donc, au XIXe siècle, un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de naturalistes, souvent des naturalistes amateurs et de province. Vous voyez que les deux sont très intéressants, qui
trouve des choses qui associent ces outils de pierre taillée avec des vestiges animaux fossiles. Et donc, ils essayent d'avancer un peu l'idée que c'est possible qu'il y ait une contemporanéité entre les deux, mais la preuve est très difficile à faire à cette époque-là. Par exemple, Paul Tournal, qui est un très bon naturaliste, un pharmacien dans la région de Narbonne, il trouve donc dans cette grotte de Bise, des dents, des restes humains et des outils et des ossements d'espèces animales éteintes. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il les met dans une caisse, il envoie tout ça à Cuvier. Évidemment, Cuvier les a mis dans un coin et n'a jamais répondu. Vous voyez comment on peut arrêter les hypothèses. Un autre chercheur, un médecin, Philippe Schmerling, avait trouvé des fossiles très intéressants dans une grotte à Angis, en Belgique, et de la même façon, il a été extrêmement réticent à diffuser sa découverte. Et puis, alors je parlerai un peu plus longuement de Casimir Picard, qui, lui, est un Abbvillois, et qui a étudié de façon extrêmement précise les objets de silex qu'on trouvait dans les couches de la vallée de la Somme. Et je vais en parler un peu plus parce que ça joue un rôle assez important dans l'itinéraire de notre héros, Boucher de Perthes. Alors, voici deux plans. Alors, je n'ai pas d'image, on n'a pas de portrait de Casimir Picard. Il est mort jeune, vous voyez, il est mort à 34 ans, mais c'était quelqu'un de très brillant, il était médecin. Et il a étudié donc, ce qu'on trouvait dans la basse vallée de la Somme. Et on trouvait, par exemple, alors on trouvait des outils, des objets comme ceci, qui étaient bien identifiés comme des haches celtiques. Il y avait une grande mode du celticisme à l'époque. Et puis, on trouvait aussi des objets comme ça. On disait, ça, c'est des haches ratées, ou c'est des objets de rebut, c'est des choses que les gens ont jetées parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et puis, Casimir Picard dit pas du tout. Attendez, les questions, ce sera à la fin. Casimir Picard dit pas du tout. Ce sont des objets à part entière qui ont un sens très, très précis. Ceci, c'est un nucléus de silex, c'est-à-dire c'est un objet préparé, c'est un rognon de silex qui a été préparé pour pouvoir en enlever des lames. Et voici les lames qu'on a enlevées de ce rognon. Et donc il fait cette démonstration, qui est une très brillante démonstration, et qui montre qu'il y a en fait deux types d'objets dans ces sites de la vallée de la Somme. Il y a des objets de pierre polie, et puis il y a des objets de pierre taillée qui, eux aussi, ont été fabriqués et utilisés. Alors, donc, je parlais d'Abbeville, j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est effectivement dans cette région d'Abbeville que les événements décisifs vont se déployer. Alors, Abbeville, bon, c'est une petite ville de province, qui est à l'écart des institutions parisiennes, à l'écart aussi, comme je disais, des dogmes de l'intelligentsia parisienne. C'est un lieu aussi de sociabilité savante. Vous savez qu'en province, il y avait ce qu'on appelait des sociétés d'émulation, des sociétés où se réunissaient les notaires, les médecins, les érudits locaux, les historiens, etc. Et c'était un lieu où on discutait d'histoire naturelle, de sciences, d'histoire, etc. Et donc un lieu assez chaleureux de débats de toutes sortes. Et puis, il se trouve que cette région est une région riche en vestiges pléistocènes, vestiges de mammifères. Donc ces croupes de la basse vallée de la Somme avaient été l'objet d'une étude géologique bien menée donc, par Casimir Picard et par Cordier, qui était aussi un géologue abbvillois. Et donc une stratigraphie claire en avait été établie. Voici donc les sites pléistocènes de la région d'Abbeville, et vous retrouverez dans mes propos tout à l'heure Manchecourt, Saint-Acheul, Moulin-Quignon, Mautor, Port-Mercadet, qui sont devenus presque des noms mythiques pour la préhistoire. Et voilà ici la coupe de la basse vallée de la Somme, avec, encore une fois, ces différents sites dont j'ai parlé. Alors, donc, un lieu de sociabilité, un lieu de publication aussi. Et vous voyez, ces mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville c'est un journal, en quelque sorte, dans lequel
pouvaient être publiés, par exemple, les textes de Casimir Picard, qui nous sont restés. Et voici ce que dit Jacques Boucher de Perthes. Il a été le président de cette société à partir de 1830. Et voici ce qu'il écrit. « Cet appui moral, cette confiance qu'on me refusait alors, je l'ai rencontré dans ce département de la Somme, qui reconnut que j'avais raison, que le diluvium contenait effectivement des ouvrages d'hommes contemporains des mammifères antédiluviens. Et la Société d'émulation d'Abbeville a été certainement un des lieux où il a pu présenter et développer ses propres idées. » Donc je vais parler un petit peu plus maintenant de Boucher de Perthes. Boucher de Perthes, donc, c'est une personnalité haute en couleurs, qui a une vie mouvementée, c'est un vrai romantique. Il est né dans les Ardennes, sa famille s'est reconvertie dans l'administration des douanes, son père était directeur des douanes d'Abbeville, et il a pris le nom, non pas en partie celui de son père, Boucher, mais aussi celui de sa mère, qui était descendante de la famille de Jeanne d'Arc, Boucher de Perthes. Son père est bonapartiste, il est protégé de Napoléon, il est chargé d'une mission en Italie, il va vivre une vie de jeune homme à la mode à Gênes, en Toscane, puis à Paris, il multiplie les succès féminins, enfin c'est toute une histoire tout à fait intéressante, et puis il tombe en disgrâce à la chute de Napoléon, et il est exilé à Morlaix. Alors il s'occupe comme il peut, il joue du violon, il crée aussi des rencontres savantes, etc. Et puis en 1830, heureusement, il revient à Abbeville et il devient, à la succession de son père, le président de la Société d'émulation. Non, c'est en 1830, je ne sais pas pourquoi il y a deux dates qui sont... La première est juste. Alors, c'est un polygraphe, c'est quelqu'un qui écrivait, on ne sait pas comment il a fait pour écrire, il a écrit au moins 65 livres, tous de plusieurs centaines de pages, avec une œuvre littéraire absolument abondante, des pièces de théâtre, des tragédies, des comédies, des nouvelles, des romans, des poésies, des chansons, qui ont été mises en musique par les musiciens du temps, des traités d'économie, des traités politiques, et ce qu'il appelait la littérature alphabétique, c'est-à-dire des dictionnaires, un petit peu comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, avec toutes sortes de mots qu'il définissait avec beaucoup d'esprit et qui concernaient différents domaines du savoir, de l'administration, etc. Il a écrit 5 volumes de récits de voyage, et puis il a écrit ses mémoires, 8 volumes, sous d'Irois, parce qu'il a vraiment vécu sous d'Irois, et un traité très intéressant, un traité philosophique en 5 volumes sur les transformations des êtres vivants. C'est-à-dire que c'est un traité qui a été publié à partir de 1835 et qui donc manifeste déjà à cette époque son intérêt pour le vivant et son histoire. Et puis, il y a l'œuvre scientifique proprement dit, celle que revendique la préhistoire, c'est les 3 volumes, ce sont les 3 volumes des antiquités celtiques et antédiluviennes. Donc le volume 1 paru en 1849, paru en 49, mais il avait été écrit en 47, je vous expliquerai pourquoi il n'a pas été publié en 47, le volume 2 en 1857 et le volume 3 en 1864. Et puis 2 petits textes, La mâchoire de Moulin-Quignon, de l'homme antédiluvien et de ses œuvres, 1863 et 1864. Alors, il dit... il a une espèce de modestie pour se présenter comme une sorte d'amateur, d'autodidacte. Je suis, dit-il, un bohème de la science. Je suis en science au point où en est l'âne en musique, dit-il à 53 ans. Mais en réalité, il a été élevé, il a sauté sur les genoux des plus grands scientifiques du temps, puisque son père était correspondant de l'Académie des sciences, qu'il entretenait des bonnes relations avec Lamarck, Brongniart, Bichat, Cuvier, etc. Et puis, il hérite aussi des observations de tous ces naturalistes dont je vous ai parlé, de ces amateurs de province qui avaient, comme Tournal, comme d'autres, trouvé, donc signalé des trouvailles d'objets manufacturés, de vestiges humains associés à des restes d'animaux éteints. Et donc, il va reprendre tout ça. Alors, l'élément déclencheur semble avoir été la mort de Casimir Picard. Casimir Picard meurt en 1941, et Boucher de Perthes, qui avait commencé à collaborer avec lui, reprend ses recherches et continue donc à explorer la basse vallée de la Somme et les objets qu'on y trouve. Il reprend donc la différence typologique qu'avait établie Casimir Picard entre antiquité celtique et antiquité entre antiquité celtique et antédiluvienne, mais il l'établit comme une différence chronologique.
bon, j'ai fait une petite erreur là, c'est pas ça. Il reprend la différence typologique entre les outils de pierre polie et les objets de pierre taillée qu'avait distingué Casimir Picard, mais lui leur donne une orientation chronologique en distinguant antiquité celtique et antiquité antédiluvienne. Donc, il situe ses travaux dans le cadre d'une nouvelle discipline qu'il va appeler l'archéogéologie. Et c'est un mot très important. Pourquoi ? Parce qu'elle mêle deux disciplines qui jusque-là n'étaient pas très proches, hein, l'archéologie, hein, le fait d'aller trouver des objets témoignant de l'existence humaine, et puis la géologie, donc, et il fait un petit peu la même chose que faisait la stratigraphie paléontologique, c'est-à-dire trouver dans les couches de la Terre la succession des âges de l'homme. Et donc cette nouvelle discipline, qui met au cœur des sciences archéologiques la géologie, eh bien, elle va fonder une nouvelle étude des vestiges archéologiques, et elle va fonder la démonstration de l'ancienneté humaine. Alors voici donc une illustration de ce que je viens de dire, hein. Donc les preuves géologiques, et la géologie, c'est la reine des sciences à l'époque, la reine des sciences de la nature, et se référer à la géologie, c'est vraiment se référer à un savoir établi et très solide à l'époque. Et donc, voici donc la coupe du gisement de Manchecourt, hein, où il détaille les différentes couches, et où il montre que tout à fait en bas, il y a ces objets, il y a des vestiges animaux fossiles, mais il y a aussi des vestiges humains, des outils. Et donc c'est la stratigraphie qui fait preuve. C'est la place des vestiges dans ces couches de la Terre qui va être déterminante pour prouver leur ancienneté. Alors, encore une fois, quelles sont les preuves? Donc j'ai dit les preuves géologiques, mais aussi les preuves paléontologiques. Ce qui va être démontré ici, c'est l'association d'outils manufacturés et d'ossements d'animaux fossiles. Et ici, vous avez alors, le fameux mammouth dont je vous parlais en commençant, hein, la dent de mammouth, hein, et puis un des premiers silex taillés trouvés par Boucher de Perthes, associés dans les mêmes couches avec une dent de mammouth. Et c'est la démonstration stratigraphique, géologique de cette contemporanéité. Donc la découverte dans les terrasses anciennes de Manchecourt près Abbeville, puis au banc de l'hôpital des haches taillées associées à des ossements de mammifères fossiles, fait l'objet en 1845 d'un mémoire de l'industrie primitive, dans lequel Boucher de Perthes démontre l'âge antédiluvien des objets manufacturés. Antédiluvien, ça veut dire contemporain des animaux fossiles. Alors, preuve archéologique, donc, il reprend la distinction des objets celtiques qu'avait décrit Casimir Picard, et puis de ces industries taillées qu'il nomme antédiluviennes, puisqu'elles coexistent avec des animaux anciens, des animaux éteints, et c'est le titre de son livre, Antiquité celtique et antédiluvienne, publié donc, écrit en 1847. Il a essayé de le déposer à l'Académie des sciences pour avoir l'aval de l'Académie, celle-ci ne le considérera pas du tout, et donc il attend 2 ans pour le publier en 1849. Et puis ensuite, il va publier 2 autres volumes, donc, où il va continuer à exposer ses recherches qu'il poursuit assidûment pendant une 20aine d'années. Donc un combat de 20 ans pour la reconnaissance de l'ancienneté préhistorique de l'homme, une accumulation de preuves, je vous ai dit, preuves géologiques, preuves archéologiques, preuves paléontologiques, une demande de reconnaissance académique, mais qui se heurte à la rigidité des mentalités et des institutions. Élie de Beaumont donc, refuse tout examen des thèses de Boucher de Perthes. Et puis peut-être, Boucher de Perthes avait un style un peu échevelé, une personnalité qui l'ont pas mal desservi. Je vous montrerai différents points là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, ce qui va déclencher cette révolution scientifique dont je parlais au début, de 1859, eh bien, c'est le fait qu'en Angleterre, on avait trouvé quelque chose d'un peu similaire, mais c'était en grotte, on n'était pas tout à fait sûr, la grotte de Brixham, où fouillait un amateur aussi, mais les amateurs étaient beaucoup mieux considérés en Angleterre qu'ils ne l'étaient en France, qui s'appelait Pingelly, et les différents géologues, les grands géologues anglais, Falconer, Prestwich, Lyell, avaient collaboré avec
avec Pingeli sur ce site de Brixham et s'était posé des questions justement sur la contemporanéité entre les objets taillés et les vestiges animaux. Et donc, ils entendent parler de Boucher de Perthes et ils décident de venir voir. Donc, ils se rendent à Abbeville et ils voient d'abord le musée personnel à l'hôtel de Chépy. Boucher de Perthes avait collectionné tous ces objets. Et puis, ils se rendent sur le terrain. Et sur le terrain, voici ce qu'ils voient. Alors, la coupe, ici, de Saint-Acheul, un des grands sites qu'avait exploré Boucher de Perthes. Et je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une photo un petit peu abîmée, elle date de 1859, c'est peut-être la première photographie qui a un usage en archéologie. Il y a ici un ouvrier qui est debout et qui pointe un endroit où il y a un biface dans la coupe. C'est-à-dire que la coupe est intacte et il y a à l'intérieur, in situ, des objets qui marquent leur ancienneté. Donc, c'est une preuve. Ici aussi, on est dans l'ordre de la preuve qui va donc persuader les savants anglais et qui va ensuite persuader les Français. Ils avaient bien besoin de cet appui pour pouvoir être convaincus. Et donc, grâce à ces soutiens, les thèses de Boucher de Perthes finissent par être légitimées, présentées en France à l'Académie des sciences. Et il y a plusieurs soutiens à Boucher de Perthes, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Édouard Lartet et Albert Gaudry, en 1859 et 1860, qui présentent ex cathedra le savoir nouveau sur la préhistoire. Et c'est en 1864 que Boucher de Perthes va publier son 3e volume des Antiquités celtiques et antédiluviennes, où il triomphe et il atteste de ses combats. Il est reconnu et célébré, donc, à près de 70 ans, et il va léguer ses collections au nouveau musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, et il participe donc à cette fondation en 1862. Voici il en a donné beaucoup, des bifaces, des objets. Donc ici, il y a donc une partie de l'inventaire. Donc il y a pas mal de choses de Boucher de Perthes qui sont encore là-bas à Saint-Germain-en-Laye. Et puis au cours de ces dernières années, il voyage dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Il fait connaître ses découvertes et diffuse ses idées. Voilà. Et il meurt, et sa tombe, qu'il a voulu un monument simple et modeste, vous voyez, il est quand même assez grandiloquent, la main tenant la plume, les titres de ses œuvres, etc. etc. Voilà. Donc, un fondateur honoré, mais aussi controversé. Il est célébré comme un héros de la science à son époque, et encore aujourd'hui. On dit que la préhistoire a été fondée en France par Jacques Boucher de Perthes, mais il a été aussi contesté et controversé. Certains, comme l'Abbvillois Léon Auffrère, l'a accusé d'avoir érigé sa propre statue de fondateur et effacé ses sources, et en particulier Casimir Picard. Bon, il a quand même dépassé Casimir Picard en ajoutant, comme je vous l'ai montré, des éléments à cette démonstration. Et puis, dans son autobiographie, Soudiroy, il réécrit un peu l'histoire, il modifie les dates, il se pose en héros incompris, etc. etc. Donc, d'autre part, alors peut-être plus grave, certains des aspects de sa pensée sont fragiles et seront dépassés de son vivant même. D'abord, son idée d'homme antédiluvien, le mot reste dans ses œuvres, mais il ne va pas du tout être repris dans la paléanthropologie qui suit, on parlera d'homme fossile, d'homme préhistorique. La maladresse de ses dessins, je vais vous montrer des exemples qui donc est difficile, qui font difficilement preuve, et puis d'autres éléments que je vais vous montrer. Ici, voilà les dessins de Boucher de Perthes, les dessins qui accompagnent ces antiquités celtiques et antédiluviennes. Bon, sur ce côté-là, on reconnaît à peu près, alors ici il appelle instruments en pierre âge diluvienne, on reconnaît un peu des bifaces, mais alors là, ce sont des objets qu'il appelle figures et symboles de la période antédiluvienne. Et à droite, vous voyez, ce sont des espèces de visages humains qu'il croit reconnaître dans ces cailloux. Il renoue avec une vieille tradition qui remonte au XVIIe siècle et même à la Renaissance, c'est-à-dire des pierres figures, les pierres figurées. Mais pour lui, ce sont des symboles qui ont été fabriqués ou utilisés par les hommes
par les hommes préhistoriques. Et puis, par exemple, vous savez, si vous êtes allé dans l'exposition, il y a quelques-uns de ces objets, vous en verrez. Et lui, par exemple, voilà un objet qu'il a intitulé « Oiseau couché regardant le ciel ». Donc, il avait effectivement de l'imagination. Alors, et puis l'affaire de Moulin-Quignon. Alors, je vous ai un petit peu parlé de Moulin-Quignon, mais ça, c'est une affaire un peu compliquée et douloureuse. Je vais en parler 2 minutes. On a trouvé donc les ouvriers à qui Boucher de Perthes avait absolument demandé de le prévenir de toute urgence s'il trouvait un reste humain, et qu'il leur avait même promis une bonne récompense pour ça. Évidemment, ils l'ont trouvé. Et ils l'ont trouvé au bas. Ils avaient bien compris, les ouvriers, que c'était donc en bas des couches que se trouvaient les objets les plus anciens, et ils ont apporté à Boucher de Perthes en 1863 une mâchoire là. Alors, si vous connaissez un peu d'anatomie, vous savez que voilà, c'est une mâchoire qui a un menton, qui est parfaitement humaine, actuelle. Au XXe siècle, la mâchoire. Pardon ? Elle est du quel siècle ? Elle a été retrouvée. Elle a été trouvée en 1863, et cette mâchoire donc est censée représenter cette culture très 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 ancienne, l'acheléen, celle que dont Boucher de Perthes avait démontré l'existence contemporaine des animaux disparus. Et donc, elle va faire l'objet de toutes sortes de réunions, de discussions, de savants qui viennent d'Angleterre, de Belgique. Enfin, il y a vraiment un comité qui se crée autour de cette affaire, qui décide qu'elle est authentique, sauf un, Falconer, qui est un paléontologue. Lui, il dit non, elle n'est pas ancienne. Il dit c'est une vraie découverte, mais je ne cautionne pas son antiquité. Et donc, elle reste au crédit de Boucher de Perthes, mais quelques années après, quand on va trouver d'autres fossiles, on va s'apercevoir que c'était un faux. C'était une mâchoire moderne qui a été plantée dans les strates. Et on trouve d'ailleurs à cette époque-là d'autres fossiles authentiques. Je ne vous ai pas parlé de l'homme de Néandertal, qui a été quand même découvert en 1856. Même si, à cette époque, dans les années 1859-60, il reste encore quelque chose d'assez difficile à définir. Il y a des gens qui disent qu'il fait partie de l'espèce humaine, d'autres qui disent que c'est une autre espèce que Homo sapiens, etc. Il ne sera baptisé Homo néandertalensis qu'en 1864. Donc, l'homme de Néandertal, et puis l'homme de Cro-Magnon, qui est découvert donc, en 1868 par l'Artais Ozaisi, donc l'année même de la mort de Boucher de Perthes, et qui lui marque donc la découverte, une découverte fondamentale de la préhistoire française, une sépulture associée avec cinq fossiles associés à des outils, des restes animaux, etc., dans la vallée de la Vézère. Donc il y a toute une prolifération de recherches qui vont se déployer non seulement dans le nord de la France, mais aussi dans le sud-ouest de la France. Et on sait que là, on trouve des choses absolument extraordinaires, une profusion non seulement d'outils, non seulement de restes animaux, non seulement des habitats, mais aussi des œuvres d'art et toutes sortes d'objets tout à fait remarquables qui vont ouvrir cette discipline et qui vont faire de la science vraiment le berceau de la préhistoire. Alors, quelques mots pour finir sur qu'est-ce que c'est que fonder une science et quelle est la place de l'imaginaire dans les sciences de la préhistoire. Alors, la fondation d'une science, on ne peut pas parler d'un moment ponctuel, ça n'est pas un instant, la fondation d'une science. C'est le résultat d'une longue maturation qui s'effectue évidemment à travers des ruptures, mais aussi à travers des continuités et des mouvements propres au savoir ou dépendant de leur contexte. Je vous ai parlé tout à l'heure de tous ces gens qui avaient, dans les années 1830 déjà, essayé de montrer ce que Boucher de Perthes a fini par arriver à présenter publiquement. Donc c'est une longue histoire, et Thomas Kuhn a parlé de cette accumulation d'observations, de recherches qui souvent se situe dans les marges, et puis qui soudain va se cristalliser et qui va faire prendre en quelque sorte de nouvelles idées jusque-là éparses. Et puis c'est là que vont se constituer des institutions. Ici, je vous ai parlé de la Société d'anthropologie de Paris, etc. Mais aussi, c'est là que vont se constituer aussi des mythes, les mythes du fondateur, les mythes des précurseurs. Et je pense que Boucher de Perthes a un peu bénéficié de cela. Il est un petit peu le fondateur mythique.
Et puis, donc, pas seulement institutions, mais aussi mise au point de pratiques et de méthodes singulières qui réunissent, et c'est ça qui est aussi caractéristique de cette discipline, c'est qu'à la fois elle a affaire à des objets extrêmement petits, rares, fragmentaires, des traces, vraiment des choses qui sont marquées par la rareté, mais qui condensent une multitude de savoirs. La paléontologie, l'archéologie, la technologie, la géologie, le terrain, le laboratoire, et aussi la spéculation philosophique, si on veut. Et donc, se constituent des pratiques et des méthodes. Et on peut dire que cette science nouvelle se situe au confluent des sciences de la nature et des sciences historiques qui travaillent à partir de traces, de fragments, et qui reconstituent des ensembles immenses à partir de quelques objets rares. C'est Carlo Ginzburg, l'historien, a bien parlé de ce qu'il appelle le paradigme de l'indice, le fait que certaines sciences travaillent à partir d'indices pour reconstituer des totalités, et c'est ce mouvement de la réflexion qui n'est ni inductif ni déductif. Peirce, l'épistémologue, elle a appelé l'abduction, une sorte de procédure mentale tout à fait particulière. Donc, en même temps que se constituent des méthodes, se constituent de nouveaux concepts. J'ai parlé déjà du temps profond de l'existence humaine, penser l'homme dans la dimension d'une temporalité immense, indépendamment des cadres bibliques, une temporalité rythmée par une évolution biologique et des progrès techniques, et donc se constitue ce personnage de l'homme fossile, l'homme antédiluvien pour Boucher-de-Perthes, puis l'homme fossile, l'homme préhistorique, l'homme primitif, l'homme sauvage, toutes sortes d'incarnations qu'on va essayer de fabriquer, d'imaginer. On va aussi s'intéresser à ces cultures, à ces structures sociales, à la division des rôles, à ces modes de subsistance, ces modes de vie et d'habitat, tout cela à travers la recherche de terrain et à travers cette étude d'archéogéologie, d'archéologie, de paléontologie, qui réunissent leur savoir pour constituer cet ensemble tout à fait riche. Et donc, enfin, classification des industries et définition des étages culturels, qui est une grande partie du travail des préhistoriens jusqu'à aujourd'hui. Donc, et il faut bien voir que cette classification des industries, c'est-à-dire des outils de Pierre Taillé, eh bien, elle a été effectuée sur le modèle des sciences géologiques, qui était à la fois une espèce de paradigme, de modèle scientifique pour la préhistoire, c'est-à-dire qu'on va nommer les cultures par le nom des sites dans lesquels on a trouvé ces objets. Et par exemple, on parle de l'Abbevillien, pour des objets qui ont été trouvés donc, par Boucher-de-Perthes dans la région d'Abbeville. On parle d'Acheléen, dans la région de Saint-Acheul. Voilà. Donc, ils ont gardé ce nom historique, et ils continuent, les préhistoriens aujourd'hui continuent à parler d'Acheléen, etc. Alors là, justement, c'est Gabriel de Mortillet qui, en 1865, va classer les industries de Boucher-de-Perthes au musée de Saint-Germain et qui va établir une sorte d'histoire de l'humanité. Mais vous voyez que c'est une histoire totalement linéaire. On n'a pas beaucoup de fossiles. On a une distribution successive des outils. Et vous voyez qu'ici, je crois, il parle de l'Acheléen comme une des industries qu'il répertorie. Alors, c'est aussi un savoir scientifique, c'est un savoir qui se nourrit de toutes sortes d'éléments empruntés à des sciences reconnues, mais c'est aussi un savoir qui est traversé d'idéologie. Le savoir sur les origines et le devenir humain est traversé donc d'enjeux philosophiques, religieux, sociaux et politiques. Il reste en rapport avec des idéologies religieuses. Et il y a tout de même, dans ces années de la fin du XIXe siècle, une confrontation de ces savoirs avec la notion de création, avec la chronologie biblique, jusqu'au moment où les ecclésiastiques eux-mêmes vont prendre en main la discipline, des gens comme l'abbé Breuil, plus tard Teilhard de Chardin, etc., et vont intégrer, en quelque sorte, la préhistoire à leur réflexion sur l'humanité. Idéologie positiviste, avec cette notion de progrès dont je vous ai parlé tout à l'heure. Idéologie aussi raciste, puisque comment penser ce primitif de la préhistoire, comment penser ce sauvage, sinon à l'époque sur le modèle des peuples non européens. Et il y a toute une iconographie, toute une littérature qui traduit cette vision raciale, raciste du primitif, du préhistorique. Puis il y a toute une théorie
de l'évolutionnisme culturel, l'idée selon laquelle on a commencé très primitif et on est devenu très civilisé, et certains peuples sont restés au stade de la primitivité et ressemblent aux peuples de la préhistoire. Donc il y a toute une idéologie raciale ou même racialiste qui est présente là, idéologie sexiste. Bon, alors ça c'est un grand sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais sur lequel il y aurait beaucoup à dire, sur l'invisibilité des femmes, réduites à des figures stéréotypées ou livrées au fantasme d'une sexualité débridée. Idéologie aussi politique, je vais vous montrer quelques images rapidement. Voilà. Alors, je crois que Jean-Jacques Cublin vous a montré cette image, la fuite de Caïn, où on voit que converge à la fois l'imaginaire littéraire, Victor Hugo, Caïn, l'œil était dans la tombe, etc. Donc l'imaginaire biblique, c'est une scène de la Bible, Caïn qui fuit, et puis l'imaginaire préhistorique avec tous ces hommes vêtus de peau de bête, ces femmes, etc. Donc c'est un grand tableau immense qui a été exposé en 1880 et qui condense en quelque sorte différents imaginaires et différents présupposés relatifs à la préhistoire. Un monde de sauvagerie et de violence. Il y a aussi d'autres représentations qui voient dans la préhistoire un monde complètement débridé dans sa violence et dans sa sauvagerie. Pas du tout un monde organisé, mais livré aux instincts. Et puis aussi des relations entre hommes et femmes qui, elles aussi, sont pensées soit sur le mode ici de la famille victorienne, la femme avec les petits-enfants et le regard vers le bas, et puis l'homme debout, regardant vers le lointain, vers l'avenir, etc. Ou alors là, toute la thématique sexuelle qui est très présente dans l'iconographie de la femme préhistorique, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et qui donc incarne ici, je crois que la légende c'est... quand un homme rencontrait une femme, la malheureuse était fécondée sur place. C'est quelque chose. Il n'y a rien sur les femmes dans la recherche. Vous avez vu dans le tableau avec le mammouth, il n'y a pas de femmes, c'est que des hommes. Mais il y a une iconographie qui imagine, qui invente des formes de relations entre les hommes et les femmes. Voilà une autre image qui est assez amusante, c'est sur l'origine. Elle est plus tardive, puisqu'elle date de 1904, et c'est la drôle de fond de gomme qui a été trouvée en 1902. Et on voit ici l'artiste, et puis les femmes dénudées autour de lui, qui l'applaudissent et qui le regardent avec admiration. Et puis là, je vous parlais des idéologies nationalistes, il y a au musée historique de Moscou un énorme plafond, un plafond qui est tout entier peint de représentations de la préhistoire, qui est tout à fait passionnant. Et cette image-là est très saisissante parce qu'on y voit des gens en train de se livrer à des activités plus ou moins techniques, et puis on voit le héros, le bagatir russe, debout, qui est 3 fois plus grand que les autres, et qui incarne donc cette puissance du héros du peuple russe. Alors, science et imagination, donc. Je disais tout à l'heure en commençant que je posais la question de savoir quel est le rapport entre la science et l'imaginaire. Vous avez peut-être appris au lycée que Gaston Bachelard expliquait que l'imaginaire, c'est ce qui est avant la science, c'est ce qui n'est pas la science, c'est autre chose. D'ailleurs, lui-même a écrit des livres sur l'imaginaire du feu, de la terre, etc. Mais c'est autre chose que ses ouvrages sur les sciences. Il disait la science est toute rationnelle et doit se libérer de l'imagination. Alors, je pense qu'on est pas mal revenu de ce genre d'idées et que beaucoup d'auteurs ont justement montré que l'imaginaire pouvait avoir une place dans le scientifique. Ne serait-ce que par la jeunesse des hypothèses scientifiques. Gerard Holton a écrit un très beau livre où il parle en particulier d'Einstein, et de la manière dont les idées d'Einstein sont aussi des idées qu'il a produites avec son imagination. Je parlais tout à l'heure de l'abduction, de ce regard qui conclut à partir de traces et qui invente un nouveau système, un nouveau monde. Et les sciences sont entièrement présentes dans leur contexte culturel. Gérard Simon, qui était un grand historien des sciences, écrivait « L'imaginaire d'un savant s'alimente donc à toutes les sources dont il dispose ». Donc le savoir scientifique, même s'il fait appel à la rigueur, au calcul, à la démonstration, etc.,
est aussi nourri de la culture qui l'entoure et de l'imaginaire propre du savant. Mais en ce qui concerne la préhistoire, eh bien, on a affaire à quelque chose d'encore plus précis. La préhistoire, c'est une science, comme je vous disais tout à l'heure, qui existe à partir de fragments d'objets dispersés sur une très 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 longue durée. Et il s'agit de reconstituer une totalité, de reconstituer une histoire. Et cette reconstitution, elle fait nécessairement appel à l'imagination. On parle de scénarios, les préhistoriens, les paléontologues parlent de scénarios d'évolution. Ils construisent des récits, ils construisent des histoires, et dans cette construction, qui est évidemment réfutable, qui n'est pas forcément imposée comme une vérité absolue, eh bien, entre nécessairement une part d'imagination. Et d'autre part, la préhistoire est très proche des représentations artistiques. Pourquoi ? Parce que justement l'art donne vie et existence au savoir desséché, les os, les ossements, les dents, les cailloux, etc. Je vous ai montré tout à l'heure ce tableau de Jamin, le mammouth, et comment ce tableau incarne, au fond, un tas de choses dispersées qu'on a pu réunir, que l'artiste a pu réunir dans son image. Et donc, entre 1860 et 1910, émergent des genres artistico-scientifiques qui redoublent les savoirs de la préhistoire et visent à donner chair aux découvertes. La littérature, l'image, traduisent, appliquent, mettent en scène les savoirs scientifiques et sont partie prenante dans leur présentation et leur représentation. Donc des récits, des images, et puis aussi des ouvrages de vulgarisation. Je vais plus vite parce que le temps tourne. Apparition de l'homme fossile, et dès 1863, dans le livre de Jules Verne, Le voyage au centre de la Terre, donc, apparaît, il y a un homme fossile, au fond, au centre de la Terre, qui est découvert par les deux héros. Et je conclus rapidement. Donc, l'œuvre de Boucher de Perthes, pour revenir à lui, fut pilonnée par sa famille au lendemain de sa mort, et elle est tout de même un peu oubliée aujourd'hui. On ne lit plus les chansonnettes, les récits, les romans, les récits de voyage, etc. Et même les antiquités celtiques et antédiluviennes ont été récemment étudiées, mais elles ont un petit peu sombré dans l'oubli. Elle témoigne pourtant d'un épisode majeur de l'histoire des sciences. Sa démarche, qui mêle fantaisie et rigueur, imagination et raison, révèle la part de rêve qui entoure à ses débuts et aujourd'hui encore les sciences de l'origine et de l'évolution humaine. Voici encore une statue de Boucher de Perthes. Voilà. Et je terminerai en disant peut-être quelque chose d'un petit peu qui va encore plus loin. L'idée que la paléanthropologie et la préhistoire se sont constituées comme des sciences à part entière, fondées sur des méthodes d'enquête et de preuves rigoureuses et sophistiquées, mais elles sont de multiples façons traversées d'imaginaire. Et j'aime bien citer cette phrase d'André Leroy-Gourand, qui est vraiment à méditer, où il nous dit que la science du passé des êtres est, dans sa fonction, une mythologie, puisqu'elle se substitue à des systèmes d'explication de l'origine des êtres qui, dans toutes les civilisations, ont répondu au besoin de savoir qui on est et comment on existe. Et je pense que cette idée d'une fonction mythologique de la préhistoire, qui n'empêche pas qu'elle soit une science, est une idée tout à fait intéressante. Cette dimension mythique propre au savoir de la préhistoire permet de comprendre les débats passionnés qui entourèrent sa naissance et l'immense écho qu'elle trouva alors et qu'elle trouve encore aujourd'hui dans le public. Voilà. Je vous remercie.